L'entretien qu'on va avoir, je propose qu'on le découpe en trois parties. La première qui pourrait être autour des principes qui conduisent l'action que je peux avoir dans les écoles concernant la prise en charge des enfants qui sont sous la catégorie 10 ou autistes ou à handicap, tout ça étant mis entre guillemets. La deuxième, un petit rappel de mes expériences qui aussi effectivement alimente ma réflexion. Et puis qu'est-ce qu'on met en place ici dès maintenant? Voilà. Les principes de base qui sont autour de la prise en charge des élèves, on va dire, à besoins particuliers, sont d'abord sur la loi de 2005 de la législation française qui effectivement permet à tous ces enfants-là d'être dans un cursus normal, intégré, avec des aides particulières et adaptées. Cette loi impose à l'école effectivement de prendre en charge ces enfants-là. Au-delà de l'imposition, il faut après basculer dans un autre sens, vers une véritable bienveillance et vers un accompagnement de qualité pour ces enfants-là. Et pour qu'il y ait de la bienveillance et de l'accompagnement, je crois qu'il faut considérer que ces enfants-là ont une perception du monde qui est complémentaire à la nôtre, qui n'est pas différente, qui n'est pas en opposition, qui n'est pas fausse si on considère que la nôtre serait vraie, mais qui est véritablement complémentaire. Ils voient les choses, ils sentent la relation de manière différente, et cette manière de sentir les choses et d'appréhender le monde, elle est juste nous à prendre en charge, à écouter différemment, pour qu'effectivement on complète notre regard sur le monde et on complète notre regard sur les relations que les gens ont entre eux dans ce monde qui nous environne. Donc voilà la bienveillance et voilà l'accompagnement sur quoi il s'appuie, sur le fait que ce sont des individus, comme nous tous, et qu'effectivement, leur place dans le monde qu'on occupe, dans le monde qu'on vit et qu'on bâtit, doit être aménagée, comme pour tout le monde, comme pour les voitures, même si la comparaison est un peu ridicule, comme pour les personnes âgées ou les autres. Voilà. Et ça s'appuie évidemment sur le principe initié qui est de l'intégration. Ces gens doivent vivre avec nous, aussi bien en classe et à l'école que par ailleurs. La réflexion que j'ai, elle s'appuie évidemment sur mon expérience. Et de l'expérience, il y a effectivement une partie professionnelle, il y a une partie évidemment personnelle, tout ce qui est l'empathie et puis l'attention tant aux élèves qu'aux familles. Ne pas oublier que les familles qui sont avec cette charge d'enfants, sont dans quelque chose qui est autour de la souffrance, qu'il faut accompagner pour qu'effectivement ils passent de la culpabilité à la responsabilité. Et dans ce cadre-là, l'école se doit de leur ouvrir la porte, de leur tenir la main et de les accompagner, absolument, sans jamais les laisser tomber. Et puis il y a mon expérience professionnelle où effectivement j'ai eu l'occasion de travailler en IMP et en IME, qui sont des instituts médicaux, pédagogiques et éducatifs, dans lesquels on traite et on accompagne des handicapés de grande qualité ou de plus petite qualité. Voilà. Et avec lequel effectivement on est en relation avec des problématiques bien particulières. Ça ouvre l'esprit, ça permet d'avoir un regard différent sur les élèves, sur les individus, sur le monde, évidemment. Et puis bien évidemment, mes multiples voyages qui m'ont permis d'entrer en contact avec des conceptions, des mentalités, des appréhensions, des approches de l'individu et de l'élève bien différentes quand on est sur le continent latino-américain ou en Europe ou en Afrique. Toutes ces variations culturelles ont fait qu'effectivement, j'essaye aujourd'hui de synthétiser autour de moi et en moi toutes ces conceptions des choses et cette approche qui me semble absolument indispensable dans un monde qui est très ouvert et dans lequel la relation à l'individu et aux élèves et donc aux enfants est en mouvement perpétuel. Voilà. J'ai eu aussi l'occasion effectivement de travailler à la formation, ce qui me permet aussi d'avoir ce regard un petit peu décalé dans lequel je saisis mieux
à l'intérieur des écoles, quelle est l'inquiétude et quels sont le questionnement des enseignants sur la prise en charge et l'appréhension de ces individus et de ces élèves. Je vous propose de passer donc au dernier point qui est l'actualité et les projets qu'on peut positionner sur le lycée français et l'école élémentaire du lycée français de Barcelone. D'abord, 2-3 petits points sur le fait qu'effectivement, j'ai une oreille attentive de la part de l'administration sur les projets que je puisse mettre en place et sur le soutien que j'ai de la part des parents d'élèves. Un deuxième point qui est important à mettre, c'est que tout ce que je sais et toute l'expérience que j'ai, elle a un écho extrêmement positif de la part de mes collègues et enseignants de l'école qui sont preneurs de cette expérience-là et qui sont d'une sincérité absolue, puisque face à cette difficulté qui est grande, ils sont dans une collaboration étroite. Une fois qu'on a planté ce décor-là, ça nous permet d'envisager deux grandes directions. La première, qui est les aménagements matériels. Ça passe par les aménagements de classe à l'intérieur, comment on aménage des coins spécifiques, comment on permet à des maîtresses d'avoir des fonctionnements en emploi du temps différents, comment on ajoute du matériel, comme par exemple l'administration nous a permis d'acheter des ordinateurs qui sont dédiés à ce type d'enfants-là pour des activités particulières dont on sait qu'effectivement ils en ont besoin. Voilà, ce qui nous permet effectivement de se dire que ces enfants ne sont pas avec des sous-programmes, mais avec des programmes adaptés, véritablement, pour avoir une espèce de continuité et leur permettre de grandir et d'avancer tout au long de leur vie scolaire. Avoir une vraie vie scolaire, pleine et entière, heureuse et épanouie, tant sur les apprentissages que sur la vie. C'est vraiment ça l'objectif et le but du jeu. Voilà, matériellement c'est important. Le deuxième volant, évidemment, c'est la formation. La formation qui s'articule autour de deux volets. Une formation théorique et didactique. 3 enseignants sont partis de mon école cette année dans une formation spécifique. Ils y auront rapporté des instruments, des outils, une réflexion. Voilà. Ça va se poursuivre dans les années à venir, tant avec l'inspecteur de l'éducation nationale qui nous propose des formations qu'avec les moyens propres que je vais pouvoir dégager dans l'établissement. Mais aussi la formation que je propose, moi, qui n'est pas une formation spécifique comme ça, mais c'est un accompagnement très étroit des gens qui sont impliqués dans la prise en charge des enfants en particulier. Tout comme je disais tout à l'heure qu'effectivement, les familles, il faut leur ouvrir la porte et les accompagner véritablement en leur disant qu'on ne leur lâche pas la main. C'est la même dynamique avec les enseignants en leur disant tu n'es pas en difficulté, il faut juste appréhender les choses de manière différente et bienveillante. Et à ce moment-là, à partir du moment où le directeur que je suis accompagne, suit, dénoue les nœuds, fait voir comment on peut avancer autrement, effectivement, il y a une espèce de culture du handicap, une espèce de culture de la bienveillance et de l'accompagnement qui commence à se créer. C'est ça que je veux créer dans mon établissement, parce que je sais que cette bienveillance, elle va bénéficier évidemment à ces enfants-là, à ces familles-là, mais elle va aussi bénéficier aux autres élèves. Et pour conclure, en fait, ce qu'on peut appréhender, c'est que effectivement, le bénéfice de cette dynamique-là, de cette culture-là, de cette orientation professionnelle-là, il va bénéficier à tout le monde. C'est plus de tolérance, c'est plus d'humanité, et c'est un climat scolaire bien plus serein pour tous, les enseignants, les parents et les élèves.